mais nous, aujourd'hui, en fait, pour comprendre qui on est, nous, aujourd'hui, il faut bien pouvoir regarder en arrière et voir, nous, en fait, tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a traversé, subi, le chemin parcouru, en fait. Fraternité, c'est exclure la moitié de la population. Bon, même plus, ouais. Parce que fraternité, c'est une fraternité, c'est entre hommes. Hein. Les mots ont du sens. Rachel, bienvenue à notre podcast. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de, excuse-moi si je ne dis pas le titre bien, la folle et inconvenante histoire des femmes. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais savoir un petit peu plus de toi. Donc qui est Rachel? Ok, bonne question. Parfois, je me pose la question. Rachel, je pense que comme tout le monde, Rachel est multiple. J'aime pas trop m'auto-définir en fait, parce que j'ai l'impression que je m'enferme dans une case et j'ai pas envie de dire, ben voilà, Rachel est comédienne, ou Rachel est la femme de, ou Rachel est maman. Donc, Rachel est une Mauricienne de 36 ans qui a pas mal galéré pour accepter en fait que sa voix n'était pas là où elle croyait. Donc c'est ça, je pense que c'est ça, c'est que j'ai un parcours qui n'est pas linéaire. D'accord. Où est-ce que tu pensais que ta voix était avant, si je peux me permettre de te demander. J'ai toujours voulu faire du théâtre secrètement. C'est-à-dire que enfant, j'ai voulu faire du théâtre et puis très rapidement, la réalité d'une vie où, je sais pas, il faut faire des études carrées et puis avoir un job carré. Je pense que les choses ont beaucoup changé depuis. Je ne dis pas que j'ai été malheureuse ou que ça a été un drame dans ma vie, pas du tout. C'est juste que le cheminement n'a pas été... conventionnel, un petit peu. Est-ce qu'on a finalement un cheminement conventionnel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas perdu du temps parce qu'il m'a fallu 25 ans pour avoir le courage de mon rêve, on va dire ça comme ça. Mais je pense que ces 25 années passées avant m'ont permis de faire ce que j'avais besoin de faire à ce moment T. Donc, Rachel est une passionnée de littérature, de cinéma, qui aime la nature, les animaux. Et donc, j'ai été faire 6 ans d'études à la Sorbonne, à Paris. D'accord. J'ai étudié les lettres modernes appliquées. Ensuite, j'ai travaillé dans le milieu de l'édition. Et ensuite, j'ai fait un master en ingénierie des échanges interculturels. Wow, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ouais, moi-même, je ne sais pas. En fait, non, c'est faux. Je sais. Et c'est très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Okay. En fait, c'est comment en fait, la culture peut permettre de créer des liens et des ponts. Et de la culture, dans le sens de l'art, peut créer des liens, des ponts et aller vers une société qui soit plus interculturelle plutôt que multiculturelle. Et là, j'ai pris comme laboratoire Maurice, où je suis venue faire un stage à Maurice pour justement le mémoire de fin d'études que je préparais. C'est comment en fait la culture et l'art pourraient nous permettre de dépasser cette conception d'une société multiculturelle où on est différentes cultures, mais différentes communautés qui évoluent, voilà, chacun de son côté, pour des raisons diverses et variées. Et comment on pourrait arriver à créer des liens et vraiment créer une nouvelle société qui soit interculturelle. Donc, je suis arrivée à Maurice, plein de rêves, comme tout le monde. Quand on est jeune et on y croit, on pense qu'on peut changer la face du monde. Et alors, c'était quoi le résultat tu as eu une solution magique? Non, j'ai pas eu de solution magique. Je me suis très vite retrouvée face à une réalité qui est quand même bien ancrée et qui est complexe. Et puis, de fil en aiguille, je mets des R partout, même si ça n'existe pas. On fait ça beaucoup au bureau aussi pour tout et n'importe quoi. Non, je ne sais pas, c'est mes années à Paris où je mets des R dans aiguille et pas aiguille. Donc, oui, de fil en aiguille, il faut bien travailler. Donc, la cellule culturelle dans laquelle
J'avais fait mon stage, a été démantelé quand le gouvernement a changé. Très rapidement, je me suis rendu compte que c'est compliqué en fait à Maurice de faire avancer les choses culturellement, mais c'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Pour autant, oui. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse moi en fait. Et je crois qu'il y a une prise de conscience j'ai été formée pour faire les autres faire, c'est-à-dire encadrer des projets culturels. Mais ça ne me rendait pas forcément heureuse, parce que je me suis rendu compte que ce qu'il fallait que je fasse moi, c'est laisser parler ma propre créativité. Et vivre ton rêve plutôt que faire les autres rêver. Oui, faire les autres écrire, en fait non, moi je veux écrire aussi. Je me suis rendu compte aussi que ça ne me correspondait pas parce que j'ai intégré le milieu de l'entreprise et très vite, chacun son truc. Dieu merci, il y a des gens qui sont capables de s'adapter à ce genre d'environnement, mais moi non. Et ça c'est pas moi. Et ça, j'ai eu la chance de m'en rendre compte assez rapidement avec une image qui m'est venue, que je suis entrée en entreprise pleine de couleurs et après quelques mois, je commençais à perdre de mon unicité, de mes couleurs et je commençais à devenir de plus en plus grise parce que ça ne me correspondait pas. Donc là, il a fallu avoir beaucoup de courage, mais les choses sont super bien faites. Donc à cette époque-là, j'ai rencontré au même moment Mislaine Duval qui cherchait une personne qui me correspondait physiquement pour un rôle spécifique. Et du coup, tu avais fait Jamais. Jamais avant. Non, j'avais fait des trucs à l'école. Oui, bien sûr, mais pas pendant tes études universitaires ou... Non, pendant mes études universitaires, au tout début, j'ai commencé à travailler dans un théâtre en tant qu'ouvreuse. D'accord. Et en me disant que j'allais m'offrir des cours de théâtre avec Avec ton salaire. Oui, c'était une claque, mais violente, parce qu'en fait, on était rémunérés qu'au pourboire. Alors, c'était légal? Je suis pas sûre. Donc, ça m'arrivait de venir travailler et toute une soirée de ressortir de là avec 5 € que je mettais dans un pot de confiture. Ting, ting, ting. Donc, très vite, en fait, c'est une sorte de résignation. On se résigne, en fait, à se dire, en fait, c'était un rêve et c'est pas ça. La réalité est dure, la réalité est difficile. Ma voix n'est pas cela. Oui. Voilà. Et donc, ta rencontre avec Mislaine Duval, ça t'a poussé sur ton chemin, en fait. Ma rencontre avec Mislaine Duval, ça m'a vraiment secouée dans le sens où j'ai senti ça vraiment comme c'est maintenant ou jamais. Soit tu prends un risque, mais il y a toujours un risque. C'est-à-dire quand on a un rêve qu'on nourrit depuis longtemps, il commence à faire partie de notre identité. C'est-à-dire que, ok, ouais, voilà, j'ai toujours voulu faire du théâtre, c'est ça, et ça fait partie vraiment de qui je suis. J'ai ce rêve, mais si je prends le risque de le réaliser et que j'échoue. Et ça m'a fait tellement peur que pendant longtemps, j'ai gardé le rêve comme ça, là. Oh, il est nul. Comme ça, ouais, je sais tout à fait ce que tu dis parce que, par exemple, enfin, je sais pas si if I have a book in me, comme on dit, mais quand j'étais petite, je m'étais toujours dit, un jour, je vais écrire un livre. Mais, comme tu dis, c'est un rêve. Donc, je dis, tant que c'est un rêve, tu ne seras jamais désillusionné, en fait. Ça. Parce que c'est là, dans son petit bocal, je le ferai un jour. C'est ça. Non, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est ça. Et voilà, rien n'arrive par hasard. À cette époque-là, je travaillais avec Alain Gordon-Gentil, qui est un fan de Jacques Brel, et il faisait un film documentaire sur Jacques Brel, Dernière ligne droite aux Marquises. Okay. Et du coup, j'ai commencé aussi à baigner dans l'univers de Jacques Brel. Et finalement, Jacques Brel est devenu comme un maître spirituel, un gourou pour moi, parce que toutes ces phrases, en fait, résonnent tellement juste pour moi. Et il y a quelque chose qu'il a dit et qui est devenu maintenant vraiment, c'est ça. Il faut aller voir, quitte à se brûler les ailes, il faut aller voir. Et lui, il a pris des risques. Il a commencé à tourner dans des films, il a été producteur, ça s'est très mal passé, mais il a été voir. Et on s'en fiche finalement si on se casse la gueule et qu'on tombe, on va se relever. Mais l'important, c'est d'essayer et d'aller voir. Toujours. Et ça, je me suis dit, ok. Mais c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie, en fait. J'ai pas envie de me dire, je sais pas, en fait, parce que j'ai pas été voir. Parce que je suis restée toujours dans le confort de ce que je peux faire, ce que je sais faire. Ce que la société attend de toi? Ah oui, bien sûr. Et du coup, là, j'ai un peu cassé pas mal de trucs et je me suis dit, ouais,
je vais, et ben, j'y suis allée, et après Miss Lan m'a appelée, et j'étais là, et je lui dis, c'est bon Miss Lan, pas la peine de me dire, je sais que tu ne m'as pas prise. Je t'évite l'embarras de me dire, c'est ok, je suis ok, tu peux raccrocher. Et là, il m'a dit, non, 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 on t'a prise. On t'a prise, et là, ben, ça a tout changé parce que j'ai intégré une troupe, parce que c'était la troupe des Comicos, donc ils avaient vraiment créé quelque chose, j'ai envie de dire d'unique, c'est-à-dire qu'ils avaient un théâtre qui roulait constamment. Ils jouaient à guichet quasi fermé tous les soirs. Et qui touchait, moi, ce qui m'a interpellée chez eux, c'est ils arrivaient à toucher toute la population en fait, parce qu'on s'y retrouvait dans tous les personnages. Et ils font toujours, enfin, c'est plus la même, c'est plus la même troupe, mais format. ils faisaient, et là, en même temps qu'ils faisaient cette pièce de théâtre, qui était Famille pas content, ils en ont fait aussi une telenovelas. Donc moi, je me suis retrouvée propulsée, plongée dans cet univers où je bossais toujours. Je bossais avec Alain Gordon-Gentil. Okay. Et puis le soir, j'étais sur les planches. Et en week-end, on tournait. Donc pendant 9 mois, j'ai tourné quasiment toutes les semaines pour la telenovela, enfin la série Famille pas content. Donc ça a été une super école. Et est-ce que pendant que tu le faisais, tu te disais, finalement, est-ce que tu t'es retrouvée? Est-ce que tu t'es dit, this is me? Je ne sais plus, je ne sais pas. Je pense que c'est venu naturellement. Peut-être que c'est venu après. Okay. Parce que là, c'était l'euphorie du début. Okay. Je réfléchissais pas trop. En même temps, c'était un rythme assez soutenu. Et puis, c'est une fois que ce projet est terminé, on me contacte pour un autre projet. D'accord. Et là, c'est un projet j'aime les choses qui font sens et qui vibrent. Donc, c'était en fait Alain Gordon-Gentil. Du coup, il a finalement fait partie un peu de l'aventure. Il a été avec moi parce que je travaillais avec lui. Donc, il m'a accompagnée aussi. Il a été, comment dire, un mentor? Oui, sur beaucoup d'aspects de ma vie, il a été un mentor, ça c'est sûr. Et il a été aussi très encourageant. Il m'a soutenue dans cette démarche de me trouver au niveau artistique. Et donc, en tant que patron, il a été très arrangeant, disons, sur certains niveaux. Il est venu me voir et à partir de là, il a eu l'idée, en fait, d'adapter son roman, Le Voyage de Delcourt, en pièce de théâtre. Et ça, je trouve ça fou, en fait. C'est ça la vie, en fait. On se nourrit mutuellement. Et chez moi, il y a eu un déclic. Et puis chez lui aussi, il a eu un déclic. Et on a pu embrasser comme ça un univers qu'on a découvert. Et donc, on s'est plongé dans une pièce de théâtre folle qui est Marika est partie. D'accord, ok, je ne connais pas. C'est l'adaptation de son roman, Le Voyage de Delcourt, qui a été publié chez Julliard. Et donc, Marika est partie, c'est l'histoire d'amour fulgurante entre un Mauricien et une jeune femme juive, basée sur les faits réels. C'est-à-dire que dans les années de guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y a des Juifs qui sont venus à Maurice parce qu'ils ont, en fuyant la montée du nazisme, ils ont quitté l'Europe de l'Est et sont allés se réfugier en Palestine. Là, c'était compliqué, la situation était compliquée, ils ne pouvaient pas recevoir des réfugiés juifs, donc les autorités britanniques les ont emmenés à Maurice. Et du coup, ils ont été, dans un premier temps, emprisonnés. Et ensuite, ils ont commencé à être un peu plus libres, mais toujours quand même très... voilà, jusqu'à ce que la guerre cesse. Donc, ils étaient là. On avait des réfugiés juifs et on avait aussi des... Enfin, c'est tout un pan de l'histoire de notre pays qu'on ne connaît pas. Tout à fait, oui. Et du coup, sur ce terrain déjà hyper riche, il a créé une histoire d'amour et une réflexion qui m'a passionnée en fait sur peut-on... C'est toute la réflexion autour de l'amour d'un homme, l'amour d'une femme, l'amour entre deux êtres, et puis l'amour d'une terre, qui est ce qui va devenir ensuite Israël et la terre promise. Donc c'est toute cette histoire de ce déchirement entre, peut-on choisir entre son grand amour et l'amour d'une terre, quel est le choix. Donc voilà. Et je portais le rôle de Marika. Donc, et quand tu portes ces rôles, on va passer à l'autre pièce bientôt, mais quand tu portes ces rôles, est-ce que tu te sens devenir cette personne? Est-ce que tu dois
épouser justement le personnage, essayer de comprendre la personne, ou pour toi c'est juste c'est un rôle que j'apprends et puis je... Non, non. Alors, je ne sais pas si c'est le côté autodidacte qui fait ça, mais du coup, je me suis dit, parce que comme j'avais pas de méthode, j'avais pas de formation, c'est l'immersion totale. Donc, en plus, j'ai eu de la chance, j'ai été au Cambodge à peu près au même moment pendant que je travaillais le rôle. Donc, il y a eu tout ce côté aussi, toute la période Khmer Rouge, qui est une période très violente, ce qui m'a permis de faire un peu un parallèle entre le nazisme et les Khmer Rouges, le génocide, qui finalement, c'est la même chose. Hein. C'est des êtres humains qui choisissent d'anéantir une autre partie. Enfin, une autre partie qu'ils pensent être une autre race, alors qu'on est tous voilà. une seule race, mais bon. Donc j'ai visité les camps des Khmers, les écoles qu'ils avaient transformées en camps de travail, en camps de concentration. Toute cette violence, je me suis beaucoup nourrie, j'ai beaucoup lu. D'accord. Beaucoup, beaucoup lu. Et puis, en fait, ça c'est mon approche. Je suis encore énormément connectée à l'enfant que j'étais. Et Jacques Brel et Alain m'ont transmis ce côté. Enfin, je savais déjà, mais ils m'ont aidé à mettre des mots dessus. C'est que j'ai l'enfance tenace. Et quand on a l'enfance tenace, eh ben, on peut aller dans notre monde imaginaire, on peut se créer une réalité comme on l'a tous fait enfant. Enfant, on jouait, on faisait des jeux de rôle toute la journée. Moi, j'ai été Qu'est-ce que tu veux dire par enfance tenace? C'est-à-dire l'enfance tenace qui fait que mon imagination, j'ai pas de problème à créer une réalité, à me plonger dedans et à être Marika, à lui créer tout un univers, à prendre du temps avec moi-même, à lui donner une vie, à lui donner une texture, à lui donner je sais pas. À lui rendre hommage quelque part. À lui rendre hommage, mais elle existe à travers moi. Alors c'est tout le truc, c'est assez complexe après, parce qu'il faut arriver à faire la part des choses entre soi et l'autre. C'est ce que j'allais te demander, quand tu retournes chez toi ou après les représentations, la pièce est finie, tu es passé à autre chose. Est-ce que ça t'affecte ou tu arrives à justement faire la part des choses, dis ok, tac, c'est fini, je passe à autre chose, ou est-ce que tu gardes un petit bout de ce personnage? Moi, ça m'affecte. Alors, j'admire parce que j'ai regardé plein d'interviews et il y a plein de grands comédiens, d'acteurs qui disent que non, c'est leur boulot, ils font leur truc et puis voilà. Moi, ça m'affecte. Enfin, ça m'affecte. C'est pas négatif. Mais maintenant, j'ai développé des techniques aussi pour arriver à me dissocier et pour arriver à me reconnecter aussi à moi-même. Beaucoup avec la respiration, beaucoup avec le yoga, beaucoup avec la nature, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment mon moyen à moi de revenir. Et puis maintenant, j'ai des enfants, donc c'est aussi, c'est aussi ce qu'elle me donne. Et là, je suis là, ancrée avec elle. Mais chaque personnage que j'ai incarné a toujours une petite place. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas. Très rares sont les personnages que j'ai incarnés et que je n'ai pas aimés. Ça m'est arrivé, mais fort heureusement, rarement. Parce que finalement, même si on joue quelqu'un qui n'est pas... Même si on joue, on va dire, un vilain, un méchant. Mais la vie, on n'est jamais dans du noir ou du blanc. C'est ce que j'allais dire, en fait. On est tout le temps le némésis de quelqu'un d'autre. On est tout le temps... Je veux dire, c'est une question de perception. C'est une question de réalité. Donc, c'est ce que j'aime aussi dans ce que je fais. C'est que ça me permet de débloquer tellement de trucs, en fait, sur l'empathie, déjà. Parce qu'à force de se mettre à la place d'eux, ça nous permet en fait de mieux se comprendre ou de mieux comprendre les autres. De mieux se comprendre, c'est sûr. Et je crois que si on fait ce genre de métier et qu'on devient autre, il faut aussi faire un travail sur soi, un gros travail sur soi, justement pour ne pas se perdre en chemin. Et puis parce que tout passe par soi. Donc c'est plus on arrive à se comprendre et à se connaître, et plus on arrivera à débloquer des choses aussi. Donc, tous les personnages, ils prennent une petite place. Il y a certaines choses que je garde parce qu'ils m'apprennent énormément de choses. Et Sacha, par exemple, qui est le dernier personnage que j'ai joué. Enfin, j'aime pas dire jouer parce que je joue pas. Tu deviens. Même si c'est pour un court moment. J'essaye vraiment d'être dans une sincérité, dans une authenticité qui fait que je n'aime pas du tout cette approche de je joue. Je donne la voix. Plutôt, j'incarne. Parlons de la pièce La folle et inconvenante histoire. J'adore ce titre.
Alors, tu as joué plus de, on m'a dit 15, mais tu me dis peut-être plus, voire même Je plus crois de 20, personnages. mais à chaque fois que je compte, je me perds. Mais je Tu te sais que c'est perds. plus que 15. Au début, je disais D'accord. 15 dans les Oui. interviews. Oui. Et ensuite, en fait, je me suis rendu compte que c'était Peut-être plus, oui. Ouais. Donc, déjà, le concept, je trouve formidable. Je suis sûre très challenging parce que tu es seule sur scène. Donc, je pense que le rythme doit être très soutenu et aussi que tu es en train d'en parler, de passer de personnage en personnage. Bon, certes, quand tu as plusieurs pièces sur une année, 2 années, etc., tu arrives quelque part à mieux te couper et là, tu es en train de jouer 15 à 20 personnages en une pièce. Donc, comment tu as trouvé l'expérience? J'ai adoré l'expérience, C'est vrai. j'ai adoré. Alors déjà, quand j'avais intégré, en fait plus tard, j'ai intégré une école de théâtre et cinéma à Marrakech. Ok. Et Ah, ouais, ok. donc j'ai fait 3 ans de théâtre et cinéma là-bas. Et l'approche était vraiment très axée sur l'improvisation. Ce qui fait que pendant une séance de travail qui durait à peu près 4 heures, Mhm. ben, on avait la chance d'être plusieurs personnages. Et ça, j'ai adoré. Parce qu'avant, ben, souvent, j'avais des rôles qui me ressemblaient et ça m'agace. Ça Ça te m'agace. met dans une boîte en fait, Voilà, ouais, une étiquette qui est voilà, collée à c'est Rachel, ça. Rachel Donc et ça, X. Rachel, maintenant je pense que comme j'ai vieilli, je ne veux plus rentrer dans cette même boîte. Mais pendant longtemps, moi, j'ai été la mariée, la jeune Ok. fille, bien comme il faut, la jeune première. J'ai eu plein de rôles. Je me suis mariée, mais des tonnes de fois. Et toujours bien, bien, bien. Et Prim and là-bas, proper, oui. Là-bas, finalement, en 4 heures, mais je pouvais jouer une toxicomane, je pouvais jouer une prostituée, je pouvais jouer une homosexuelle, je pouvais jouer un homme, que j'avais jamais eu l'occasion de jouer un homme, je pouvais jouer un clochard. Je m'excite là, désolée. Un enfant. Oui. Et du coup, en fait, ça a élargi ma palette. Et ça m'a donné confiance en moi, en fait, en me disant, mais je suis bien plus que ça. Oui. Et comme tu disais, tu n'es pas catégorisé dans un style, tu ne fais pas que de l'humour, tu as une palette beaucoup plus riche que ça. Et justement, pour faire ces 15 personnages, à travers, tu me dis que ça a commencé 10 000 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à enfin, Oui, l'époque donc, oui. moderne, quoi. Oui. Après, c'est pas exactement. Oui, linéaire. On en Oui. parlera, mais c'est pas linéaire. Je pense que la période contemporaine, elle est représentée par le personnage principal, par qui tout passe, Sacha, qui vit maintenant, en 2024, on va dire. Et puis, les problématiques de notre monde moderne sont évoquées à la fin. Mais on est surtout sur une démarche vraiment de donner la voix aux femmes des siècles passés. Là. Et je pense que c'est... En fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, mais on a été un peu déçus, on aurait voulu voir plus de nous aujourd'hui. Et je leur dis, mais oui, mais nous aujourd'hui, en fait, pour comprendre qui on est nous aujourd'hui, il faut bien pouvoir regarder en arrière et voir nous, en fait, tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a traversé, subi, le chemin parcouru, en fait. Et les luttes. Vraiment prendre conscience de ça, quitte à après proposer autre chose. Et je pense que ça, c'est pas négligeable. Moi, ça m'a... Ouais, je fais des petits bruitages. Non, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux, en fait, parce que je me considérais comme quelqu'un qui savait à peu près ce genre de choses. Mais en fait, de le voir poser, super bien écrit, avec beaucoup de légèreté aussi, beaucoup d'humour, mais qu'on aille depuis hyper loin, c'est-à-dire loin le moment où on se sédentarise à notre monde moderne et qu'on voit en fait finalement la naissance du patriarcat et ses effets. D'en prendre conscience et de voir à quel point ça allait loin et de prendre conscience, en fait, je ne m'étais jamais arrêtée en me disant oh, mais on vit une période magnifique. On vit une période magnifique, nous, en tant que femmes, parce qu'il y a des femmes qui se sont battues corps et âme. Elles ont sacrifié leur vie pour qu'on ait des droits. On n'avait pas de droits. On n'avait pas de droits. Et moi, ça me choque parce que je savais ça, mais de... Non, tu le savais, enfin, comme moi, je le savais, ou je le sais de manière un peu abstraite. Voilà, oui, on a abstrait. eu le droit au vote en 1900, machin. Donc, mais pour pouvoir suivre justement l'évolution, et tu me disais avant qu'on commence le shooting que justement Sacha fait son coming out à sa grand-mère qui est morte. Donc, aborder des sujets comme cela, est-ce que tu as vu, quelle a été la réaction de l'audience? Est-ce que tu as perçu par moment qu'ils étaient inconfortables? Oui. Alors déjà, quand j'ai lu la pièce,
Donc le producteur Pierre-André Boulet des Productions 3 m'a fait découvrir la pièce en même temps que le metteur en scène, donc Ashish Bissundial. Et donc moi je lisais et on découvrait. Lui, le producteur, était le seul à Connaître déjà le texte. ouais. Donc du coup, en lisant, je me suis dit, ouh là là, il y a quand même, ça envoie du lourd, tu vois, ça dépote parfois. Et est-ce que moi, j'aurais le courage, en fait, d'incarner ça aux yeux de la population mauricienne parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Parfois, on est quand même assez très conservateur sur beaucoup de points. Voilà. Ça met vraiment les pieds dans le plat. Je me suis dit... Et justement, le feedback a été globalement positif, que tu voyais que même si c'était inconfortable pour eux, ils étaient contents d'avoir écouté. Positif, mais positif à un point que moi, je n'imaginais pas. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des retours après les pièces, pour certaines pièces plus que d'autres, ça dépend de beaucoup de choses. Mais là, en fait, les retours étaient complètement différents. Ce n'est pas des retours qui étaient forcément axés sur moi, bien qu'il y en ait eu. Mais moi, les retours qui m'ont le plus touchée, en fait, c'est ce côté, en fait, merci. Merci d'avoir dit. Merci d'avoir osé. Merci de nous avoir, je sais pas, donné une claque. Où beaucoup de gens m'ont dit, mais en fait, ça me donne une force insoupçonnée, en fait, d'avancer. D'avancer parce que justement, on a pu constater, enfin, c'est pas, j'ai entendu le producteur dire que c'est pas pour sensibiliser, mais pour alerter. Donc, on est plus ou moins au courant de ce qui se passe, mais comme tu dis, c'est justement pour avoir cette claque de réveil en se disant, justement, j'ai vu l'évolution. Et il faut que je continue dans cette lancée, en fait, que je continue en tant que mon rôle de femme. Et aussi, je dis toujours ça, la participation des hommes également. On ne peut pas voir ce sujet comme femme-homme. Bon, c'est à nous, les femmes, de progresser dans la société. Il faut que tout le monde soit engagé, en fait. Absolument. Et là, alors c'était assez drôle parce que le parterre, c'était surtout des femmes. Surtout des femmes. Et puis, en fait, une fois qu'elles avaient fini de participer un peu à l'expérience, elles me disaient, mais en fait, il faut que je revienne avec mon frère, mon père, mon mari. Il faut que les hommes aussi voient ça. Et alors, et ça, attention, ce n'est pas une pièce contre les hommes. Il n'est jamais question de ça. Hein. C'est pour les femmes, c'est pour la femme, mais c'est aussi, on n'est pas dans une démarche, ouais, les hommes, et oui, vive la femme. Non, pas du tout. En fait, c'est la même logique que ce dont j'ai parlé au début de l'interview, c'est-à-dire au lieu du multiculturel, c'est l'inter. Et c'est comment on arrive vraiment, parce qu'on est fait pour vivre en harmonie en fait, mais c'est comment on arrive à trouver cette réelle harmonie. Et comment se défaire de... Préjugés, préconceptions, biais... Mais du résultat de l'histoire aussi, oui, du résultat de l'histoire, parce que si on... C'est pas simple en fait de sortir de ces schémas. C'est pas simple. Il y a des gens qui disent des choses, ils se rendent même pas compte que c'est sexiste. Parce que je sais que l'adaptation a été telle qu'elle, c'est-à-dire le texte a été repris tel quel. Il n'y a pas consciemment, il n'y a pas eu une adaptation locale. Mais en faisant cette pièce, est-ce que tu as réfléchi justement à comment justement notre société mauricienne se retrouve dans tout ça? Est-ce que tu trouves qu'on est quand même dans un encore très patriarcal? En fait, cette pièce, sincèrement, elle n'a pas besoin d'être adaptée à la sauce mauricienne parce que c'est une pièce universelle, en fait. Et quand on parle de ce qui se passait, il y a, à l'époque de la sédentarisation de l'homme, on parle de la civilisation humaine. Donc, on n'est pas sur l'Angleterre. Tel pays, oui. Après, forcément, ça va à la fin, plus on avance vers la période contemporaine et plus on va vers quelque chose qui tend vers la France. Forcément, parce que l'autrice est française et que le propos était tenu en France. Mais j'ai perdu un peu le fil de ma pensée, mais j'y reviens. Alors, oui, donc, c'est aussi ça qui m'a énormément touchée, en fait, que le propos soit universel et que le propos aussi touche toutes les religions. C'est-à-dire que c'est la femme au sein des religions, mais peu importe la religion, ce sont des cycles et toutes les religions ne sont pas au même stade
mais ce sont des choses qu'on voit. Qu'il y a une évolution. Il y a quand une même. évolution. Ah oui, bien C'est sûr, pas il y a une stagnant. évolution. Non, non, non. Et la pièce aussi est pleine d'espoir. Hein. Mais elle dit simplement des faits. Rien n'a été inventé. Tout ce qui, ce sont des choses qu'on sait. Mais donc dans ce sens, vraiment, tout le monde peut se retrouver parce qu'en plus, comme on a une vingtaine de personnages qui nous offrent une palette de situations immense, qui fait. Et le personnage principal de Sacha est tellement bien construit que ça va toucher à l'âme de tout un chacun. Peut-être pas de la même façon, peut-être pas au même moment, mais tout le monde sort de cette pièce. Il y a quelque chose qui a résonné quelque part en eux. Après, certains sortent de la pièce beaucoup plus rapidement. Par exemple, il y a certaines personnes qui se sont levées, et qui sont parties. Par exemple, dès le moment où j'ai dit que j'étais homosexuelle dans la pièce, enfin le personnage, il y a des gens qui se sont levés, qui sont partis. Tu plaisantes. C'est intéressant aussi. Ou pour d'autres choses après. Enfin, moi, je trouve ça comme, j'ose le dire, un déni de soi. Parce qu'on veut pas, si on ne veut pas accepter l'autre, on ne veut pas s'accepter soi-même. Je pense. Parce que quel que soit le sujet, c'est quand même une pièce artistique. C'est ça. Donc pourquoi ça dérange mes propos? Ouais. Et est-ce que tu es... Bon, Sacha est quand même le personnage principal. Est-ce que tu as un personnage préféré? Alors, il y a des personnages qui font de brèves apparitions, Oui, parce que ça quelques dépend. minutes. Oui, oui. J'ai adoré le premier personnage en dehors de Sacha que j'ai incarné, qui s'appelle Pépal. Okay. Et donc, elle, c'est les premières civilisations. Et Pépal, elle, mais pourquoi ses parents l'ont appelée comme ça? Pépal, c'est parce que les femmes étaient à l'époque à la fois un symbole de paix et une monnaie d'échange. Le propos est hyper drôle, mais c'est hyper grinçant en fait. Et elle, en fait, j'ai adoré travailler sur son incarnation un peu, parce que c'est une femme un peu animale, brute. Et on n'est pas dans un non, mais c'est dans un langage très brut. Et... Comment tu... Parce que certains personnages, tu peux faire des recherches maintenant avec l'Internet, tu peux chercher partout, mais par exemple, un personnage comme cela, comment tu te mets dans la peau de ce personnage? Alors, déjà, ce qui était intéressant avec cette pièce, c'est que je me mets dans la peau, mais il y a un niveau... Donc, il y a un double niveau là, on va dire de jeu. C'est-à-dire que c'est pas Rachel qui devient Pépal, c'est Rachel qui est Sacha, et Sacha, donc Rachel qui est Sacha, qui devient Pépal. D'accord. Donc c'est Sacha, c'est la voix de Pépal à travers Sacha. Oui, mais en même temps, mais ça c'est le petit côté un peu bien sûr. que j'adore. Mais comment tu deviens... Moi, comment je travaille, c'est ma méthode. Beaucoup avec la respiration, donc chaque personnage aura une façon de respirer parce qu'on est tous comme ça finalement. Toutes les émotions et tout ce qu'on transmet aux autres, c'est par rapport à la façon dont on respire. Et on va donc vraiment prendre conscience de comment mon personnage respire, parce qu'en fait là, il fallait aller dans l'efficacité. Comme je suis sur une vingtaine de personnages, je n'ai pas le temps de travailler en profondeur parce qu'il faut que ce soit efficace. Je passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, et je reviens à Sacha constamment, sans être jamais moi-même. Enfin, j'essaie. Oui. Enfin, si, avec Sacha. Mais il n'y a pas eu de interval. C'est une seule pièce. Une seule pièce. Ouais. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'identifie des points clés pour chaque personnage. Et Pépal, ça allait être, OK, quel est son point? C'est-à-dire, comment est-ce que dans son corps... On imagine qu'on est tous des marionnettes, et quel est son point d'ancrage en fait? Est-ce qu'elle est proche de la terre, et comment est-ce que sont ses épaules? Où est cette ficelle? On va dire que moi la ficelle est là. Est-ce que elle, la ficelle est là? Est-ce qu'elle est comme ça? Oui, elle est comme ça. Donc on va rentrer beaucoup dans la physicalité pour elle et dans la voix. Donc c'est comment changer sa voix, que ce soit beaucoup plus gutturale, brute. Oui, parce que la parole n'était pas aussi bien développée, etc. Ouais. Et puis, mais ça reste une parole contemporaine. Donc, c'est ça tout le côté intéressant. C'est pas, comme je t'ai dit, c'est pas... Non, elle utilise des mots qu'on utilise. Parce que c'est Sacha qui parle, justement, et est en train d'incarner. Mais par contre, c'est rough.
c'est moche. C'est pas moche, mais c'est brut. Grossier. C'est Enfin, brut. Grossier dans le sens. C'est brut et j'ai adoré. Ce n'est pas la première fois que tu travailles avec Ashish. Vous avez eu l'occasion de travailler ensemble. Donc, quelle est la recette pour justement cette collaboration? Respect. Ça, c'est le mot clé que j'ai. En fait, une fois qu'on goûte à ce genre de collaboration, où il y a un vrai respect mutuel, je dis, parce que c'est pas un faux respect déguisé. Tu vois, on s'écoute, on se respecte, ouais. on apprend. Je déteste la hiérarchie, dans le sens, moi, je suis plus haut et j'ai raison, et toi, tu m'écoutes. L'autorité comme ça, j'adhère pas du tout à ça. Donc vraiment, pour moi, tout le monde, on a tous quelque chose à apporter, et si on travaille dans le respect, en fait, la magie opère. Oui. On va beaucoup plus loin dans le respect. Alors, il y a des approches qui sont des approches beaucoup plus violentes et où on te casse pour que tu sortes le meilleur de toi. Moi, ça ne fonctionne pas avec moi. Plus tu me casses, plus j'ai envie de me casser. Et plus j'ai envie de te casser, j'ai pas du tout envie de te donner quoi que ce soit. Tu ne prendras pas plaisir à justement monter sur scène et... Donc, vraiment, il y a de ça. Après, Ashish, il connaît super bien son sujet. Pour moi, il est brillant et il a un côté... donc, on travaille beaucoup de façon très académique au début et ça me convient très, très bien. Bon, là, tu rentres dans le texte. Qu'est-ce qui est derrière les personnages? Comment tu vas interpréter justement ces personnages? Oui, alors pour cette pièce spécifiquement, on a eu 2 grosses étapes de boulot, on va dire, entre guillemets, universitaire. La première étape, c'est une étape que moi j'ai faite, c'est-à-dire de recherche vraiment. Ça m'a pris longtemps pour vraiment me documenter sur chaque période. Parce qu'en fait, tout le propos de la pièce, c'est que Sacha, elle avance avec un livre d'histoire que sa grand-mère lui a légué et qu'elle dit, en fait, je vais donner la parole à toutes ces femmes qu'on ne voit pas dans l'histoire, qui ne sont pas présentes dans les livres d'histoire, mais pourtant les femmes étaient là. Comment ça se fait qu'il n'y a que des tableaux? La Renaissance, on n'a que des peintres hommes, mais comment ça se fait ça? Pourquoi? Alors on va les fouiller ensemble. Et il n'est jamais trop tard pour donner la parole, donc là, elle donne la parole. C'est une soirée où elle donne la parole à des femmes qui sont des femmes ou des hommes qui ont existé. Et certaines fois, pour étayer son propos, c'est des femmes ou des personnages en tout cas qui n'ont pas existé, mais dont la situation était réelle. Donc c'est ça qui est super riche. Et du coup, là, de mon côté, j'ai eu un énorme travail de recherche parce que déjà, pour savoir comment X, Y ou Z se tenait à telle période, pour arriver à trouver et puis pour bien comprendre le sujet, même si finalement c'était une intervention de quelques lignes, mais on plonge dans un univers. Donc on passe des premières civilisations à l'Antiquité, qui est quand même une grosse période, l'Antiquité, et qui va placer tous les jalons de ce que va être notre civilisation encore aujourd'hui. Donc, et là, la place de la femme, c'est compliqué. L'Antiquité, et puis l'Antiquité et le Moyen-Âge, le Moyen-Âge. J'ai toujours été fascinée par le Moyen-Âge, mais c'est une période obscure, obscure, d'une violence sans pareil. Moi, j'aurais été déprimée de vivre au Moyen-Âge. Je me serais jetée du haut d'une falaise. C'est vraiment super violent. Pas drôle. Chasse aux sorcières, même tout ça. Bref, donc sortir après de cet obscurantisme du Moyen-Âge pour passer à la Renaissance. Mais tout ça, Renaissance, siècle des Lumières, c'est hyper bien mené parce que le personnage de Sacha va dire par exemple, en fait, le siècle des Lumières, c'est un peu comme la Renaissance. Avec un nom pareil, c'est difficile de critiquer. Siècle des Lumières, la Renaissance. Donc, comment critiquer une période qui offre tellement d'espoir et de... Elle va dire, mais grand-mère, tu m'as toujours dit que la Renaissance, en fait, c'est une période merveilleuse. Et même moi, j'ai toujours cru que la Renaissance, parce que c'est ce qu'on m'a appris dans les livres d'histoire, en cours d'histoire, et où que j'aille, voilà. L'obscurantisme du Moyen-Âge, et puis la Renaissance. Alors là, c'est avec l'art, la culture, la possibilité de s'épanouir, la reconnaissance de l'individu, la connaissance. Mais pour qui en fait? Pour les hommes. Qui? Parce que j'ai pas vu une seule peinture en fait signée par une femme. On a Michel-Ange, Da Vinci, Raphaël, mais pourtant. Et là, elle va dire des trucs assez trash.
Bah, aux dernières nouvelles, on ne tient pas son pinceau avec un pénis. Tu vois? Donc voilà, mais c'est voilà, donc des fois ça dérange comme ça, mais c'est pour faire prendre conscience en fait. Oui. On meurt Une de petite rire, plaque, on est un peu dérangé, ça, ah mon Dieu. Mais en même temps, ben oui. Après, on va avancer dans l'histoire et ben, on se rend compte que ben il y a des femmes qui devaient faire semblant d'être des hommes pour écrire. Waouh, ok. George Sand. Oui. C'est une femme, mais elle a pris le pseudonyme de Georges pour pouvoir écrire. Jeanne d'Arc, on emmène le propos comme ça, mais Jeanne d'Arc, la raison, elle a sauvé la France, elle a sauvé Orléans, la raison pour laquelle ils la brûlent, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire son procès, ils n'arrivaient pas à trouver une bonne raison pour la brûler, c'est qu'elle a porté l'habit d'homme. Donc l'Église s'insurge et, ben oui, elle peut être brûlée, ben oui, parce qu'elle a porté un habit de chevalier. Oui, elle a sauvé le pays, mais on s'en fout. Et donc elle va être brûlée. Et après, des siècles après, 19e siècle, Rosa Bonheur, qui était une peintre, elle n'était pas forcément féministe, mais elle a fait bouger les lignes parce qu'elle, ben, il fallait, elle peignait des animaux. Donc des fois, elle allait dans des fermes, elle allait dans des endroits où ben, on ne peut pas être en robe, bon sang. Et du coup, elle a dû avoir une dérogation du gouvernement pour avoir l'autorisation de porter un pantalon. Ça, c'était en 1800, quelque chose? C'est 19e siècle. Et dans cette pièce, il y a énormément d'informations. Et des fois, ben, on pleure, c'est bouleversant. Des fois, on meurt de rire. Des fois, on ne sait plus ce qu'on est, en fait, on est gêné. Ou on est... Mais tout ça, ça nous nourrit. Moi, ça m'a changé. Mais est-ce que parce que le travail parce que justement, avoir à t'investir dans tous ces personnages, toute cette recherche, est-ce que tu as la même méthode pour toutes les pièces que tu fais ou celui-là parce que justement il y avait un aspect historique, tu as dû justement rechercher les personnages pour savoir ben, comment ils étaient à telle époque. Non, c'est pas la même méthode. On s'adapte aussi en fonction de... Par exemple, pour un tramway nommé Désir... Que j'ai adoré. J'ai adoré. Moi aussi, j'ai adoré. Non, j'ai adoré. Ouais. Mais ça m'a même choquée à la fin parce qu'en fait, j'avais pas étudié les textes à l'école, c'est mes amis qui avaient étudié, donc j'avais appris le texte à travers elles. Moi, j'avais fait des pièces hyper obscures de Christopher Marlowe ou je ne sais quoi, mais elles avaient fait ça. Et j'avais lu la pièce à 18 ans, donc j'avais oublié le viol en fait. Ben, la scène m'a secouée, hein, de façon positive, mais ouais. La scène du viol, c'est l'apothéose de la destruction de Blanche par Stanley. Mais il l'a détruite tellement avant psychologiquement. Et moi, c'est une pièce qui m'a bouleversée. Hein, et je crois que ça m'a vraiment permis un déclic sur justement cette vision de tout est nuance. Tout est nuance. Quand on veut dire de Blanche que c'est une putain qui vendait son corps pour pouvoir s'en sortir. Je peux redire une prostituée qui vendait son corps pour s'en sortir, comme ça on peut remettre ça au montage. C'est bon. Mais en fait, sa réalité, c'était pas du tout ça. Et je crois qu'il y a beaucoup à apprendre sur en fait, le jugement. Tellement facile, on passe notre vie à juger. Mais qu'est-ce qu'on sait finalement de ce qu'une personne c'est beaucoup plus... Enfin, on retourne au sujet des femmes, c'est tellement plus facile, même pour les femmes. Et j'ai pas honte à le dire parce que je me considère quand même un peu féministe, mais même pour les femmes, c'est plus facile à juger une autre femme qu'à juger un homme. Il est beaucoup question de ça. Moi, et c'est en ça que toutes ces pièces-là m'apportent aussi. Je réfléchis beaucoup à cette notion de comparaison dans laquelle on a été élevé. Et j'ai l'impression que ça vient du patriarcat qui a toujours placé les femmes comme... voilà. On dirait qu'il faut se méfier de tout le monde. Et on a grandi dans un univers où, limite, les femmes, il faut se méfier les unes des autres. Mais on nous dit, on entend, oh, mon Dieu, une femme est divorcée, elle va venir, elle est seule. Donc, mesdames, soyez sur vos gardes, faites attention qu'elle ne parle à votre mari. Enfin, on a toujours... Même dans le milieu d'entreprise, on parle de plus en plus. Il y a un seul... Bon, déjà, les femmes, cette femme, parce qu'elle est en train de... You know what, j'ai eu ça moi aussi, hein. J'ai eu droit à ça, des fois. J'ai entendu ça d'une personne qui m'a regardé dans les yeux et m'a dit ça, mais... Ah oui, tu as eu ce poste-là parce que... Je suis là, je dis, ah oui, on en est là. On en est là.
C'est une bêtise remarquable. Remarquable. Moi, quand les gens disent justement des propos comme ça, je me souviens je ne peux pas le traduire comme ça là, mais je le dirais en anglais. Il y a quelque chose que mon mari me dit tout le temps quand il y a des choses qui me dérangent. Il me dit, when someone says something to you, it says more about themselves Absolument. than about you. Absolument. Absolument. Ouais. Et ça, quand on comprend ça, finalement, on se retrouve, on prend les choses moins personnellement. Voilà, tout à fait. Et on est libéré. On est un peu libéré. Oui. C'est pas facile. On est un petit peu libéré. Ah, mais il y a cette pièce, à qui veut l'entendre, transmet énormément de messages. Et c'est des messages qui vont être disséminés de part et d'autre. Mais par exemple, il y a Olympe de Gouges, qui est une femme, mais dont j'ignorais l'existence. Je ne sais pas si tu connais Olympe de Gouges. Alors, il ne faut pas que j'oublie ce que je dois dire après, mais 2 minutes sur Olympe de Gouges. En fait, Olympe de Gouges, c'est une femme qui, pendant la Révolution française, et donc la fin de la Révolution française, fin de la monarchie, et voilà, le peuple, on devient la Constitution est écrite, la Déclaration des droits de l'homme est écrite, et elle, qui est une femme de lettres, qui s'est créée toute seule, elle est un peu la défentrice de toutes les minorités, que ce soit les enfants illégitimes, donc hors mariage, qui n'avaient pas de statut à l'époque, tragique, les esclaves, les métis, les femmes. Donc elle se bat pour l'abolition de l'esclavage, pour le droit des femmes, etc. Et quand la rédaction et la publication de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sort et publiée, en fait, elle monte au créneau et elle dit, mais en fait, cette déclaration est une déclaration des droits de l'homme blanc. Donc l'homme, mais l'homme blanc de l'époque. Et elle décide d'écrire une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle est guillotinée. Et il y a ça dans la pièce, du coup, c'est un moment où il y a plein d'espoir, et puis voilà, et on entend tchac. Et après, il y a Sacha qui dit liberté, que de crimes on commet en ton nom. Et elle, des frissons. Et dans son discours, qui est le discours qu'elle a fait, elle dit à un moment, j'ai un peu oublié mon texte parce que j'ai eu un autre rôle entre-temps. Elle dit, donc c'est aux femmes que j'ai décidé de m'adresser aujourd'hui. Mesdames, il faudrait être plus constante en matière de notre sexe. Pour nos défauts, nous les cacher mutuellement et tâcher de devenir plus... C'est ça, je crois. Et c'est tâcher de devenir plus indulgentes les unes envers les autres. C'est pas exactement ça, hein. Mais c'était ça, en fait. On était déjà dans un conseil de se dire, mais aidons-nous les unes les autres. Au lieu de nous juger, de pit one against the other, comme on dit en anglais. Sororité. On parle beaucoup de fraternité, mais très peu de sororité. On nous bassine les oreilles. Même le slogan là, de la France, liberté, égalité, fraternité. Mais fraternité, c'est exclure la moitié de la population. Même plus, oui. Parce que fraternité, c'est entre hommes. Hein. Les mots ont du sens. Penses-tu toujours à... Parce que donc vous avez eu, malheureusement, uniquement 5 représentations. J'espère qu'il y en aura d'autres. On travaille à ça, vraiment. Il y a peut-être une possibilité pour le dernier trimestre. D'accord, Inch'Allah. J'espère vraiment que cette pièce pourra avoir un second souffle à Maurice. Parce que... Non, d'après tout ce que tu nous racontes, ça le mérite. Et justement, ça libère la parole, premièrement, mais ça nous donne tellement à réfléchir, en fait, et nous éveille cette curiosité de justement aller fouiller. Par exemple, les nombreux personnages que tu as évoqués, j'ai envie d'en savoir plus sur Olympe. Oui, c'est ça. Mais c'était une année hyper riche parce que, justement, j'ai fouillé. Mais c'est infini, en fait. Parce que moi, j'adore les films. Donc, j'ai été regarder un film qui s'appelle Les Suffragettes. D'accord, Je pense qu'il est sur Netflix. Donc, Les Suffragettes, ça m'a bouleversée. Parce qu'à un moment dans la pièce, tu as Sacha qui s'effondre. En fait, elle n'en peut plus. Parce on est au début du 19e siècle. Donc, c'est Napoléon, le Code civil. Donc, Code civil 1804. Et là, Seigneur,
Et là, en fait, elle est submergée par les lois misogynes qui écrasent. Et il y a certaines lois qui m'avaient moi-même pris. La femme était une chose, en fait. Absolument. Et en fait, donc, je lis ça, je vis le truc, mais après, je vais me renseigner et je vois ce film sur les suffragettes. Et les films, c'est comme les pièces de théâtre, on comprend beaucoup plus rapidement, en fait. Et donc, c'est l'histoire de cette jeune femme de la classe ouvrière qui, depuis ses 12 ans, travaille. Depuis ses 12 ans, elle travaille dans une blanchisserie, elle se bousille la santé, elle est mariée, son mari elle est considérée comme une mineure. Civilement, elle est mineure parce que les femmes étaient mineures, étaient d'éternelles mineures. Quel que soit leur âge, en fait. Oui. Elle n'avait pas de statut, c'était au même niveau que les enfants. Pas le droit de vote. Politiquement, voilà, elle n'existe pas. Civilement, elle est mineure. Devant l'instruction nationale, elle est sacrifiée parce qu'elle a arrêté de travailler, d'aller à l'école très tôt. Dans le mariage, oui, on en passe. Voilà. Et du coup, elle, un peu par hasard, elle se retrouve prise dans le mouvement des suffragettes, qui sont les femmes qui se sont levées pour le droit de vote. En Angleterre, là on est en Angleterre. Et en fait, donc, elle se retrouve à devenir un peu une suffragette militante, et ce qui fait jaser tout le bon voisinage. Et son mari n'est vraiment pas content. Et du coup, avec la pression sociale, il fiche sa femme à la porte. Du coup, voilà, allez, à la porte, tu me fais honte. Donc, mais le problème, c'est que elle, alors à l'époque, on n'avait aucune autorité parentale, nous les femmes. Donc, c'est le mari qui est dépositaire de toute l'autorité parentale. Et alors, ok, j'avais lu cette loi et je la disais, je la mettais en bouche. Et puis, en fait, quand j'ai vu le film et que j'ai pris conscience, en fait, qu'un jour, cette femme, elle vient offrir un cadeau à son fils. Et là, le mari, en fait, a décidé de mettre leur fils à l'adoption. Et elle se... Ah, je vais pleurer. Et c'est horrible. Et du coup, elle se retrouve... Elle ne peut rien dire, en fait. Elle ne peut rien dire. Et il lui dit, face à la loi, c'est moi qui ai tous les droits. Elle peut crier, hurler, ça ne sert à rien. Elle a perdu son fils. Elle a perdu son fils qui n'a aucune envie de se faire adopter, qui a envie d'être avec sa maman. Mais le père avait l'autorité parentale. On parle d'il y a combien de siècles de cela? C'était en 1800 et quelques. L'autorité parentale. Je pense que ce n'est qu'en 1900 quelque chose que cette loi saute. Et elle, à partir de ce moment-là, elle comprend qu'elle va sacrifier sa vie, enfin sacrifier. En tout cas, elle va donner sa vie à la lutte. Pour la cause. Pour avoir le droit de vote. Pour pouvoir changer les lois misogynes. Et je me dis, ok, c'est grâce à des femmes comme ça et au courage de ce genre de femmes. Olympe de Gouges qui s'est fait guillotiner, toutes les suffragettes et j'en passe. Et c'est pour ça que je disais que cette pièce, elle est importante parce qu'il est important de savoir ce qui a été fait avant nous. Et pour de comprendre savoir aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et pour mieux apprécier aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses que we take for granted, de fait. Oui. Et aussi pour prendre soin parce que tout ça, c'est hyper fragile. Quand on voit en Iran dans les années 70, c'était pas l'Iran d'aujourd'hui. Hein. Et ça peut basculer comme ça. Et moi, j'avais lu Margaret Atwood, ouais. The Handmaid's Tale. J'ai commencé à regarder sur Netflix et puis j'ai arrêté parce que c'était très différent. Mais n'empêche, en fait, il est question de ça, en fait. C'est comme ça. Hein. Tout ça, c'est prenons soin les uns des autres et les unes des autres. Et parce que tout ça, c'est hyper fragile. En plus, c'est une conception de l'être humain, c'est ça qui est terrible. Ouais. C'est facile. Voilà. Donc, je comprends ta passion pour la profession, pour le rêve que tu as choisi de réaliser. Mais en fait, avant de partir, je voulais parler des enfants un petit peu. Parce que je pense que c'est quand même important, quelle que soit la profession qu'on choisit après, qu'il y a quand même, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, qu'il y ait quand même une éducation artistique. Est-ce que tu trouves que ça existe à Maurice ou c'est justement que pour que ceux qui décident justement d'aller suivre des cours de théâtre avec Archiche, avec Rachel, est-ce que c'est dans le psyche des Mauriciens en fait que l'art peut s'exprimer à travers différentes formes et il faut quand même une éducation artistique pour tout le monde, pour tous les enfants? Alors,
Non, je pense que c'est pas trop présent. Je veux dire, C'est pas une priorité. je parle pas pour moi, là, Oui, parce oui, que oui, pour moi, oui, c'est une oui. priorité, mais Oui, bien j'ai sûr. l'impression que c'est comme un entonnoir et on arrive vers la fin. À un moment, ça va plus passer, mais j'ai l'impression que ça fait un bout de temps que tout ce qu'on sacralise, en fait, c'est la réussite professionnelle. Et pour ça, j'entends la réussite académique et tout ce qui est artistique n'est pas valorisé, n'est pas perçu à sa juste valeur. C'est vital, pour moi c'est vital. L'élan vital, l'élan de vie, il vient de ça en fait. Ce qui nous fait vibrer. C'est le cercle des poètes disparus. Hein. Ce que je trouve dommage, justement, que tu as raison, on est quand même en 2024 maintenant, et moi je dis toujours, je me compare peut-être à la génération de mes parents et de mes grands-parents, et je me dis peut-être eux, ils avaient d'autres priorités, parce que c'était des priorités de survie, de priorités de je n'aimerais pas que mes enfants passent par justement la souffrance que moi j'ai vécue. Mais on a quand même, globalement, il y a quand même de grosses inégalités qui existent toujours, mais Oui. globalement, peut-être en comparaison avec l'Afrique, par exemple, on est quand même une société assez développée maintenant, où il y a peut-être moins, je ne dirais pas que la réussite académique compte moins, mais on peut se permettre le luxe d'élargir justement notre champ de vision et d'encourager les athlètes. On a eu beaucoup d'athlètes sur le podcast. Mais c'est pas simple pour eux, les athlètes. C'est très dur. C'est très difficile parce qu'ils donnent de leur énergie, de leur aide, de tout. Et puis, le retour à la réalité n'est pas simple. Hein, donc, à un moment, ça décourage aussi. Ça décourage et surtout quand tu leur parles par rapport à l'après-carrière aussi. C'est ça. C'est Ouais. compliqué parce que c'est pas reconnu à sa juste valeur. Quel conseil tu aurais donc à de jeunes Mauriciens qui s'intéressent justement à développer, qui s'intéressent au théâtre, à l'art au sens large du terme? Quel petit conseil aurais-tu pour eux pour les encourager justement à ne pas abandonner et à essayer de foncer sur leurs rêves comme tu l'as fait toi? Grosse responsabilité, c'est la fin du temps. Un petit conseil. Quel conseil? Mais ça dépend à qui je m'adresse en fait. Ça dépend. Est-ce que je donne un conseil à la personne qui a accès à ça? Est-ce que je donne un conseil à la personne qui n'a pas accès à ça? Tu vois, c'est pour ça que ma parole ne peut pas être... Je sais que la réalité de tout un chacun est beaucoup plus complexe, que c'est compliqué, mais c'est de toujours y croire peut-être. De toujours y croire. Je pense que si l'appel est là, il faut l'écouter. D'une façon ou d'une autre, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Après, il y a des instances qui sont mises en place. Il y a pas mal de choses qui font quand même bouger les lignes pour qu'on ait un peu plus accès, que les jeunes aient un peu plus accès quand même à la culture. Je sais que le Codan Art Center, sa venue au monde, enfin, ça change beaucoup de choses. Ils offrent énormément de workshops. Ils offrent la possibilité à tellement d'artistes d'avoir un lieu. Ils offrent des facilités aussi aux artistes de pouvoir s'exprimer. Donc, je crois qu'il faut arrêter de voir la culture comme un lieu élitiste réservé à certaines personnes. La culture, c'est la vie, c'est l'élan de vie et on a tous en nous. Et on est tous uniques, on a tous quelque chose à offrir. À offrir, ouais. Oui. Ouais. Et il n'y a rien de plus beau que la rencontre des univers. Je trouve ça magnifique, la rencontre des univers. Par exemple, tu as Tizan Gâteau Canette. Oui, j'ai regardé ça aussi, mes enfants et moi. Ouais, ben, j'ai fait la version française. D'accord. Non, on était partis voir la version anglaise. Ouais. Ok. Yeah. Il y avait la version française. Et j'ai adoré en fait le fait qu'il y ait... Tu avais fait la sorcière ou... Non, je faisais la narratrice. Ah, ok, d'accord, ok. Non, la sorcière, c'était toujours Estelle. Ça lui va très très bien, le rôle de sorcière. Estelle était top. Top. Mais c'est ce mélange des univers, de la musique locale, cette touche de musique d'antan, les sirandanes, tout ça. Il y a plein de choses qui se
qui se font aujourd'hui. Et pour revenir un peu je crois qu'on a eu un âge d'or de la culture, un âge d'or du théâtre, de l'opéra, tout ça. Il y a eu ce moment-là. Mais on était dans une autre configuration totalement. C'est-à-dire que les gens, ils finissaient leur travail à 4 heures. Le monde a changé. Et avec le monde qui change, c'est de nouveaux défis aussi qui changent. Mais on passe notre vie à courir. Et je parlais la dernière fois avec Yvan Martial pour une interview et qui me racontait comment c'était avant, à l'époque où il y avait des théâtres, le théâtre du Plaza, le théâtre de Port-Louis, il y avait énormément de choses. Mais les gens finissaient de travailler tôt. Les gens, après le travail, ils avaient une seconde vie. Il y avait un second souffle. Ils avaient le temps ils avaient la possibilité de passer du temps en famille. Ils avaient la possibilité de passer du temps en nature. Ils avaient la possibilité de rentrer chez eux, prendre une douche, décompresser et aller au théâtre, guinder, apprêter et vivre une expérience. Aujourd'hui, on court. On court et aussi on a multiples distractions. On a son Facebook, on a son Insta, on a son Netflix, on a on a des micros-attentions. Au final, je ne sais pas ce qu'on consomme au fait. Non, mais ça, c'est sous couvert d'une liberté. En fait, on est enchaîné. L'homme est libre, mais partout, il est dans les chaînes. Tu vois, on se retrouve dans une dépendance aux réseaux sociaux et à consommer passivement. On ne sait même pas ce qu'on a consommé. C'est pas la même chose que d'aller voir un artiste s'exprimer en live. Et se poser pendant 2 heures sans aucune distraction où tu es en train de t'immerser dans ce monde, cet univers parallèle. Bon, en tout cas, Rachel, merci au beau cadeau que tu offres aux Mauriciens. Tu es formidable. Tu es formidable. Je n'ai pas eu la chance de regarder la dernière pièce, mais j'avais adoré ton interprétation dans Le tramway de mes désirs. Merci beaucoup. Continue le travail que tu fais. J'espère que... Est-ce que tu as le droit de dire dans quelle autre pièce tu travailles ou c'est un secret? Oui, alors là, déjà... La folle et inconvenante histoire des femmes, j'ai pas envie de la lâcher maintenant. J'ai vraiment envie qu'elle puisse vivre. Donc là, on travaille vraiment à pouvoir la faire revenir sur les planches, ici ou ailleurs. Et puis en fait, il y avait vraiment cette dimension, l'envie de toucher la jeune génération et de venir avec un projet de spectacle pour enfants, mais qui transmettent aussi des messages qui font sens. Et vraiment parce que là, moi, je donne des cours de théâtre, on voit ce que ça fait, en fait, on conscientise, et c'est, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais c'est sensibiliser la nouvelle génération pour qu'après, ils s'épanouissent, ils prennent le relais, et il faut sensibiliser le public de demain pour que l'art vive. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent apprécier l'art. Parce que, par exemple, dans le théâtre, sans les spectateurs, on n'est rien. C'est bien joli de faire tout ça, mais si on n'a pas la magie du partage, ça ne sert à rien. C'est ça que j'aime aussi. Donc là, il y a vraiment pour l'année prochaine un projet de pièce qui sera pièce pour adultes et pour enfants. Mais je me dis que, justement, dans cette démarche de ne pas faire uniquement de la comédie ou du drame ou un style particulier. Et c'est pouvoir en fait s'adapter à tout un public. Quand j'ai joué La folle et inconvenante histoire des femmes pour les adolescents, inconsciemment en fait je me suis un peu tune à la salle. J'aime bien ça, sentir la salle avant et puis laisser l'énergie circuler entre eux et moi. Et puis du coup la Sacha qui a pris place est une Sacha beaucoup plus adaptée à eux. Pas dire que j'ai changé les mots. Même si les mots étaient pareils, mais c'est dans l'attitude. Et ça, je trouve ça hyper riche, en fait, d'arriver à se connecter à une personne ou à un groupe de personnes et arriver à flow sur... Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et après, avec 6 ans, je ne l'avais jamais fait, j'ai joué pour mes filles. Et j'arrive jamais en fait à les emmener parce qu'à chaque fois c'est des trucs qu'il faut vachement censurer, c'est un peu compliqué. Elles sont petites, elles ont 7 et 8 ans. Et là, mais c'était un bonheur total parce qu'elles étaient là et je savais où elles étaient, je jouais pour elles, mon cœur était là pour elles. Et de jouer finalement une pièce pour enfants, c'est jubilatoire en fait. Formidable. Parce que les enfants sont... c'est un public extraordinaire. Merci beaucoup.